Bonjour, merci d'être là. Alors, dernier symposium de notre colloque. Merci beaucoup d'être avec nous pour cet après-midi. Alors, notre symposium s'intitule « Soyez de la partie pour un accompagnement réussi des jeunes aux prises avec des problèmes de santé mentale ». C'est un symposium dont je suis la co-responsable avec ma collègue Jessica Rassi de l'École des sciences infirmières de l'Université de Sherbrooke. Jessica ne pouvait pas être avec nous malheureusement aujourd'hui, mais elle a grandement contribué à la réflexion. Je vais faire partie des 3 présentatrices. Avant moi, il y aura Stacy Corriveau et à la suite, Claudie Buteau qui vont chacune là, m'accompagner, faire partie là, de ce symposium. Et ben nous, on a quelque chose de spécial ou d'un peu différent des autres à vous proposer en guise d'ouverture à notre symposium. On vous propose une vignette clinique fictive sur laquelle on va chacune renchérir à partir des initiatives qu'on va vous présenter. Alors, j'enfile tout de suite avec cette vignette qui représente le cas de Julie, qui est un cas qu'on pourrait retrouver souvent dans nos pratiques là, en santé mentale des jeunes. Allons-y. Alors, Julie, on va apprendre à la connaître un peu. Elle a 15 ans, elle est atteinte d'anorexie depuis environ 1 an et elle est suivie en clinique externe depuis quelques mois. Malgré son image d'étudiante et amie parfaite, Julie souffre énormément à l'intérieur. Elle se met beaucoup de pression, est très rigide envers elle-même et a du mal à accepter toute forme d'échec. Je suis certaine que vous avez quelques images en tête, rien qu'avec ces 2 lignes-là. En septembre dernier, suite à une rupture amoureuse, Julie a fait une tentative de suicide après avoir envoyé un message d'adieu à son ex-copain sur Instagram ou tout autre réseau social un peu plus actuel, puisque ça évolue tellement rapidement. Son ex-copain a alors contacté les parents de Julie qui l'ont retrouvée dans sa chambre. Julie avait alors avalé de nombreux comprimés qu'elle avait trouvés dans la pharmacie de la maison. Julie a alors été amenée à l'urgence, a été hospitalisée pendant environ 1 mois sur l'unité de pédopsychiatrie. Une première réintégration scolaire a eu lieu de façon progressive. Julie fréquentait l'hôpital de jour en alternance avec des journées à l'école. Cette première réintégration semblait bien aller, jusqu'à ce que Julie s'en prenne une 2e fois à sa vie, et cette fois-ci à l'école. 2 collègues l'ont retrouvée dans les salles de bain de l'étage principal de cours. Elles ont alors avisé le surveillant qui a immédiatement appelé les secours. Après un bref passage à l'urgence, une 2e hospitalisation s'en est suivie. 3 semaines plus tard, Julie a obtenu son congé. Elle a réintégré l'école hier matin, mais ne se sentait pas tout à fait prête. Ses professeurs étaient surpris de la revoir. Certains lui ont semblé réticents et évoquaient ne pas avoir été avisés de son retour. La psychoéducatrice et le directeur sont préoccupés par ce retour précipité. Les parents de Julie, bien entendu, sont dépassés. Ils manquent de connaissances et de soutien pour accompagner Julie dans cette transition. Et du côté du CIS, l'infirmière de liaison et la travailleuse sociale tentent d'assurer la meilleure transition possible, mais sont découragées par les délais de prise en charge de ce dossier par la première ligne. Alors, un cas typique, n'est-ce pas? De plus, on va en ajouter une dernière ligne. Voilà, de plus, les contacts école-hôpital sont peu fréquents et difficiles. Donc, c'est sur la base de cette vignette-là qu'on va chacune vous partager des initiatives qui permettraient d'accompagner Julie dans un meilleur rétablissement face à sa situation. Alors, je vais laisser la place à Stacy Corriveau qui va vous présenter sa communication. Alors, bonjour tout le monde, je m'appelle Stacy, je suis infirmière, donc je ne suis pas intervenante, du moins pas en ce moment. Je l'ai été dans le passé, ça fait 8 ans que j'ai quitté le centre jeunesse à Lévis. Donc, je viens vous parler des facteurs clés d'un bon plan de sécurité. On va explorer ensemble qu'est-ce que c'est et comment ça peut aider les jeunes dans vos milieux. Donc, on a vu la situation de Julie. Ce qui est clair pour moi, je ne sais pas pour vous, mais on se retrouve devant une jeune qui est dans un temps de transition, donc entre le milieu hospitalier
et son milieu familial ainsi que l'école. Les parents, le milieu scolaire semble dépassé et même Julie elle-même, elle ne se sentait pas tout à fait prête à retourner à l'école. Il y a un délai dans la prise en charge en première ligne et on le sait tous, c'est quelque chose qui arrive fréquemment, malheureusement. Donc là, on se met dans une réalité alternative pendant ma présentation. Okay? On s'imagine qu'on a une psychoéducatrice à l'école qui voudrait mettre en place une intervention afin d'assurer la sécurité de Julie et permettre une transition entre l'hôpital et le milieu scolaire. Donc, on se met dans cette mise en situation-là. Le plan de sécurité. Qui dans la salle connaît c'est quoi un plan de sécurité? Hey, je suis agréablement surprise, pour vrai. Je suis vraiment contente. Parfait. Bien, on va quand même, pour tout le monde, l'explorer. Qu'est-ce que c'est exactement? Ça mange quoi en hiver, un plan de sécurité? Donc, selon l'AQISM, qui est l'Association québécoise des infirmiers et infirmières en santé mentale, c'est une liste rédigée et priorisée de stratégies d'adaptation et de ressources d'aide qu'une personne à risque suicidaire peut utiliser avant et pendant une crise suicidaire. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une liste que la personne va suivre comme par étapes de stratégies qu'elle peut prendre par elle-même ou qu'elle peut aller chercher lors d'une crise. Il y a 6 éléments clés à un plan de sécurité. Il y a d'autres éléments clés qui sont moins tacites, mais le plan de sécurité se fait en 6 étapes, si on veut. Donc, le premier, c'est les signaux d'alarme. On va identifier avec notre jeune qu'est-ce qui se passe concrètement quand tu rentres en crise. Quels signaux peuvent te signaler, signaux qui peuvent te signaler, mais oui, peuvent t'indiquer que ça ne se passe pas bien. Ça peut être autant des émotions physiques, des émotions, ça peut être des sensations, ça peut être des événements aussi. Moi, je sais que quand je vis une rupture, quand je vis une situation d'abandon, je me mets à risque et je rentre en crise. Donc, ça va vraiment être ça qu'on va explorer avec le jeune. Ensuite, on va explorer les stratégies d'adaptation personnelle. Qu'est-ce que toi, Julie, tu peux faire concrètement chez toi pour te dévier de tes idées suicidaires, pour un peu diminuer ces idées-là qui t'envahissent? Est-ce que c'est d'écouter un film, écouter de la musique, aller prendre une marche? Donc, c'est des choses qu'on peut faire par soi-même et qui ne nécessitent pas la présence d'une autre personne. Troisièmement, on va faire le contraire, on va aller chercher la présence d'une autre personne pour distraire. Donc, on n'est pas dans l'intervention, on est vraiment dans la distraction des idées suicidaires à ce moment-ci. Est-ce que ta sœur peut passer un moment avec toi, discuter au téléphone? Est-ce que tu peux aller au centre d'achat avec tes amis? Donc, ça peut être n'importe quoi. Là, si ça ne fonctionne pas, là, je pense qu'on est rendu peut-être plus au niveau de l'intervention. Donc, on va aller chercher des personnes ressources. Quelle personne est susceptible de t'aider concrètement? Et c'est qui la personne qui est le plus susceptible de t'aider? Ah, bien, ma mère, quand je l'appelle, elle me donne des solutions, elle peut venir me chercher. Si ça ne se passe pas bien chez mon père, j'ai une grand-mère qui peut venir m'aider aussi. Parfait, on a nos personnes ressources. Si ça ne suffit pas, mais là, c'est clair, il faut passer à des ressources spécialisées. Donc, ça peut être la travailleuse sociale qui est déjà dans le dossier, ça peut être une intervenante à l'école, ça peut être, peu importe, name it, tant que c'est une ressource spécialisée. Le Centre de prévention du suicide devrait en faire partie, bien entendu. Et finalement, sécurité de l'environnement. Si on a dans l'étape 5, ressources spécialisées, identifier, bon, je vais parler à mon médecin de famille, je pense que j'ai des symptômes peut-être plus dépressifs, ça me prendrait un rendez-vous. OK, j'ai un rendez-vous dans 2 semaines. Qu'est-ce que je fais en attendant pour sécuriser mon environnement? Est-ce que c'est sécuritaire chez moi? Est-ce qu'il y a des armes? Est-ce qu'il y a des médicaments qui traînent un peu partout? Est-ce que j'ai des objets tranchants dans ma chambre? Donc, c'est les 6 éléments clés plus spécifiques au plan de sécurité. Mais il y a autre chose. Fait que là, on va les explorer ensemble. Ce qui est le fun avec le plan de sécurité, c'est que ça peut se faire en une rencontre. Donc, la psychoéducatrice qui rencontre Julie peut le faire dans son bureau en une rencontre. C'est très simple, c'est pas très long. Et aussi, ça a une efficacité qui est démontrée en prévention du suicide. L'efficacité serait behaviorale. Donc, ça ne diminue pas les idées suicidaires, mais ça prévient un acting out, ça prévient le passage à l'acte suicidaire. Donc là, la psychoéducatrice de l'école rencontre Julie afin d'élaborer un plan de sécurité. Lors de l'élaboration, Julie elle identifie sa mère comme une personne ressource. Sa mère est très aidante, est très impliquée et elle peut l'aider concrètement. Julie identifie aussi sa mère comme une personne qui peut sécuriser son environnement
en étant responsable de la gestion et de la mise en sécurité des médicaments à la maison. Par exemple, la quétiapine, si Julie a besoin d'en prendre une fois par jour au coucher, mais c'est sa mère qui va lui remettre. Donc, on a identifié nos ressources. Ce qui est important avec les proches, c'est de les mettre au courant. Parce que ça permet une meilleure coordination du plan de sécurité, ça permet de mieux accompagner et soutenir le jeune et de développer les stratégies et les ressources des proches. C'est sûr que dans un monde idéal, surtout si le jeune a plus de 14 ans, on veut aller chercher l'autorisation du jeune. Le but, c'est vraiment que ça soit consensuel et d'impliquer les proches dans l'élaboration de ce plan de sécurité-là. Qu'est-ce qu'on fait si Julie ne connaît pas les ressources de sa région? Moi, en ce moment, je suis en train de l'essayer, le plan de sécurité, dans une urgence ici en Estrie. Et ce que les infirmières me disaient, c'est « OK, mais c'est parce que moi, je ne connais pas les ressources en Estrie en prévention du suicide. Il faudrait que je les sache pour pouvoir aider les jeunes. » Donc, ce n'est pas à sous-estimer. C'est important que vous connaissiez bien les ressources qui peuvent être mises à la disposition de vos jeunes chez qui vous voulez mettre en place un plan de sécurité. Donc là, la psychoéducatrice va pouvoir l'informer sur les ressources disponibles. Et les coordonnées de l'infirmière de liaison dont on a parlé plus tôt pourraient être joints au plan de sécurité si jamais il y a des changements dans la situation de vie de Julie. Là, dans notre situation fictive, on est 1 an plus tard. Julie, elle a fait une fugue. Il y a quelques mois, elle a commencé à consommer du cannabis et elle est maintenant hébergée en centre de réadaptation. Elle a des sorties la fin de semaine pour retourner dans son milieu familial. Et là, Julie, elle se demande, moi, ça m'avait aidé, mon plan de sécurité, mais je me demande si c'est encore adapté parce que ma situation, elle a quand même considérablement changé et je sens que je pourrais être plus fragile. J'aurais besoin de m'en servir de mon plan de sécurité en ce moment. Ce qui est le fun aussi avec le plan de sécurité, c'est que c'est un outil qui est évolutif. Donc, il va y avoir une réévaluation qui va être collaborative lors d'un changement de situation de vie. Puis, c'est comme un peu un plan d'intervention, mais qui va suivre le patient. Nous, les infirmières, on a le PTI qui va suivre notre patient. Mais c'est un peu la même chose. C'est un plan que la personne va garder avec elle, puis qu'elle va passer d'un intervenant à l'autre, d'une ressource à l'autre, avec le même plan de sécurité. Donc, vous savez les ressources que la personne a déjà identifiées. Donc là, Julie, elle pourrait identifier, par exemple, la consommation comme un signal d'alarme. J'ai remarqué que quand je consomme, mes lendemains de consommation, je me sens plus dépressive, déprimée, j'ai envie de plus m'isoler, les idées suicidaires m'envahissent plus. Ensuite de ça, la relation avec sa mère est rendue conflictuelle. Donc, Julie pourrait identifier maintenant son grand-père comme une personne ressource, par exemple, étant donné que sa mère, oui, elle est encore présente dans sa vie, mais peut-être plus aussi significative. On pourrait aussi rajouter son éducatrice responsable comme ressource spécialisée pendant ses sorties. Donc, ce qu'on veut, c'est créer un lien de confiance aussi avec les ressources qui sont déjà en place et son intervenante. J'ai clenché ça, je suis déjà rendue à la fin. En fait, ce que j'ai essayé de vous communiquer, c'est, oui, les 6 éléments clés du plan de sécurité qui sont inscrits sur l'outil. L'outil est disponible sur le site Internet de l'AQISM, dans Gestion des pratiques suicidaires en milieu hospitalier. Il y a une section sur le plan de sécurité qui est très complète. Il y a un outil d'élaboration aussi du plan de sécurité. Et il y a des pamphlets sur lesquels on peut remplir directement le plan de sécurité avec des contacts, des ressources préalablement inscrites. Donc, vous pouvez les utiliser, ils sont libres d'utilisation avec la mention de droit d'auteur. Outre ça, ce que je voulais que vous reteniez aujourd'hui, c'est aussi que c'est évolutif, c'est adaptatif et c'est super important d'inclure les proches parce que si on fait ça en silo, bien, c'est bien beau notre plan de sécurité, sauf que si sa mère n'est pas au courant qu'il faut qu'elle l'aide, bien, ça se peut qu'on frappe un mur. Puis, ce que j'ai remarqué aussi dans ma pratique, c'est que c'est bon de mettre plus qu'une personne parce qu'on le sait, les proches, à m'amener, ils deviennent épuisés. Donc, on essaie toujours de mettre plus qu'une personne puis de pousser le jeune là, à développer son réseau de soutien. Donc, au niveau des recommandations, le plan de sécurité, c'est une intervention qui est efficace, que les personnes intervenantes peuvent utiliser dans différents contextes afin de faciliter la communication et la coordination entre les différents partenaires. C'est aussi un outil qui est collaboratif, qui est évolutif et qui s'effectue conjointement avec le jeune et sa famille, toujours selon l'accord du jeune. Avant d'utiliser le plan de sécurité, il est essentiel de connaître les ressources en santé mentale auxquelles on peut se référer et référer les jeunes en situation de crise. Donc, voilà.
Alors, deuxième présentation, je me donne la parole pour vous parler du projet Trampoline que je dirige avec d'autres co-chercheuses et auxiliaires de recherche également. Alors, on vient tout juste de parler d'un filet de sécurité. Donc, l'image d'un trampoline devrait vous évoquer ce filet de sécurité et évoquer également la possibilité de rebondir à la suite d'un épisode de soins en pédopsychiatrie. Je vais structurer ma présentation autour de 4 grands points. Les premiers vont revenir très, très rapidement sur des choses qui ont été quand même présentées lors de la conférence d'ouverture, alors je ne vais pas m'éterniser, pour mettre davantage l'accent sur le guide de pratique que je vais tenter de résumer succinctement. Qu'est-ce qu'il contient, ce guide-là? Quelles recommandations peuvent en être tirées en matière d'accompagnement au retour à l'école à la suite d'une hospitalisation? Et je vais terminer en vous partageant 5 grands messages clés qui sont tirés des rencontres en comité de travail que j'ai animées au cours de l'automne. Donc, je fais un lien avec ce que j'ai pu présenter dans le cadre de la conférence d'ouverture. Alors, la problématique, réintégrer l'école après une hospitalisation, bien entendu, vous l'avez deviné, c'est pas simple. D'une part, parce que c'est une transition qui est considérée comme risquée. Ces jeunes-là présentent des problèmes sévères, complexes. Leur hospitalisation est associée à un maintien ou à une aggravation de leurs difficultés. Plusieurs reçoivent leur congé à un moment où ils ne se sentent pas eux-mêmes prêts nécessairement de retourner à l'école. Et on peut l'imaginer dans le cas de Julie, l'école non plus ne s'en sentait pas prête à la réintégrer, vu la portée de son geste commis sur les lieux, notamment. Alors, ils sont parfois dans un état encore fragile au moment du congé qui les place à risque de récidive, donc de réhospitalisation. Si on revient au cas de Julie, dans son cas à elle, il y avait beaucoup de choses. Il y avait beaucoup d'enjeux qui faisaient en sorte que sa transition était particulièrement risquée. Et ce que je cherche à mettre en évidence ici, c'est que la configuration des enjeux de Julie, elle est propre à elle, à son cas à elle, mais on pourrait observer dans tous les cas d'hospitalisation des configurations d'enjeux tout à fait éclatées et très nombreux. Donc ici, on avait le fait que son geste ait une large portée sociale, le fait qu'elle ait eu une longue période d'hospitalisation entraîne des défis vraiment évidents pour le retour à l'école, l'échec de la première tentative, le manque de ressources des parents, bref, une configuration qui vient compliquer les choses. Et pour en ajouter à la complexité, je vous présente l'image suivante. Soyez pas surpris, vous n'arriverez pas à la lire, mais mon idée, c'est de vous montrer en une image l'ensemble des problèmes et des besoins qu'on a pu recenser dans les écrits disponibles autour du phénomène de la réintégration scolaire. Puis, ces problèmes et ces besoins-là s'articulent, oui, autour du jeune lui-même, donc au centre, on a tous reconnu notre fameux modèle bioécologique, mais ils concernent la famille, l'école, les liens entre ces partenaires-là, mais aussi plus haut, on a parlé hier notamment dans un symposium de stigmatisation qui viennent exacerber là, les situations puis accroître les défis au retour à l'école. Dans ce contexte-là, on le dit depuis hier, à quel point la collaboration est essentielle. Donc, je ne vais pas m'éterniser. Je pense que vous êtes tous convaincus de la chose. Et c'est ce qui m'a amené, si on veut, là, dans le cadre de mes travaux, à développer un guide de pratique pour soutenir la collaboration interprofessionnelle et intersectorielle. J'ai inscrit cette démarche-là dans le cadre d'un projet qu'on a appelé Trampoline, et vous savez maintenant pourquoi. Et la trajectoire du projet Trampoline, je l'ai un peu illustrée ce matin en parlant de la collaboration avec les équipes de José puis les autres partenaires en Montérégie. Ce que je cherche peut-être à faire ressortir ici, dans le choix de l'illustration que j'ai choisie à gauche dans le cercle, c'est un avion de papier qui part. C'est pas nécessairement un jet, ce projet-là. Alors, c'est un projet pour lequel j'ai obtenu un premier financement en 2015, qui a toujours fait son petit bonhomme de chemin, comme on dit, avec des recensions d'écrits, avec des consultations sur le terrain, avec la rédaction d'un guide et plus récemment, le développement d'un protocole concret avec des partenaires sur le terrain. Donc, j'ai la chance, moi, je trouve, de pouvoir mener des projets
projet sur une longue période de temps. Et j'en suis fière. Je trouve que c'est comme ça qu'on arrive à faire des changements véritables sur le terrain. Alors, de ces différentes initiatives-là sont dégagés un certain nombre de constats. Les principaux, de mon point de vue, sont à l'effet que les enjeux qui se présentent sont multisystémiques, que chaque situation de réintégration d'un jeune est singulière en raison des particularités de son trouble, mais on devine de sa famille, de son environnement scolaire, qui nécessite un accompagnement à la fois holistique et individualisé. Pour offrir cet accompagnement-là de façon efficace en collaboration, ça nous prend une approche structurée pour baliser nos actions, nos rôles, nos mandats, chacun. Et malheureusement, après un effort quand même considérable de recension d'écrits, j'en arrive à la conclusion que les pratiques existantes, il y en a, mais elles restent locales et peu publiées, peu diffusées. Tout juste hier, j'ai croisé une psychoéducatrice qui m'a appris qu'elle mettait en place un programme de réintégration à l'intérieur de sa clinique externe. Et je suis restée abasourdie en disant, mais comment ça se fait qu'on ne se connaît pas? Comment ça se fait que je n'ai pas pu tomber sur vos travaux? Ah, bien, on a commencé à garder ça parmi nous, mais il faut les faire connaître, ces programmes-là, parce que c'est comme ça qu'on peut ensuite les évaluer puis dégager leurs conditions gagnantes. Donc, il existe toutes sortes de recommandations existantes, mais elles parviennent à nous sous des formes très, très variées. Le guide vient justement rassembler les recommandations disponibles à partir des écrits scientifiques et des écrits cliniques dans une forme structurée pour baliser le déploiement d'une offre de services qui s'inspire des meilleures pratiques. Le guide s'adresse à tous les partenaires qui sont concernés par la réintégration scolaire et propose une démarche qui est structurée en 9 étapes, donc 9 étapes qui ont été extraites des recommandations tirées des écrits. Ce qu'on peut retenir de l'image que je vous présente, puis moi, ce que je trouve qui est le plus intéressant, ça nous permet de voir que la réintégration scolaire, ça peut se préparer dès l'admission d'un jeune sur une unité. Donc, dès le moment où le jeune est suffisamment disponible, on peut amorcer des démarches entre partenaires pour justement préparer cette réintégration-là qui va survenir un jour ou l'autre, bien entendu. Et cette démarche-là peut se poursuivre à plus long terme après le congé dans un suivi qui est adéquat. Donc, mon objectif avec vous aujourd'hui, c'est de vous décrire chacune de ces étapes-là. Évidemment, je n'ai pas beaucoup de temps pour résumer un 30-40 pages de texte, mais je vais m'y prendre en mettant l'accent sur les 4 grandes périodes qui jalonnent la trajectoire de soins, soit l'hospitalisation, le congé, la réintégration et le suivi. Autour de l'hospitalisation, bien, c'est là qu'on trouve, si on veut, le plus grand nombre d'étapes. Ça ne veut pas dire que c'est là que c'est le plus long, mais il y a quand même des choses importantes à décortiquer. Toute première étape, anticiper la démarche, obtenir les consentements nécessaires au partage d'informations. Ça a l'air bête comme ça, mais si on ne passe pas par là, on ne peut pas enclencher la suite. Deuxième étape, pour amorcer une démarche de collaboration autour du jeune, identifier et contacter les partenaires clés. Ça n'a pas l'air si simple que ça, de trouver à qui parler, que ce soit en milieu scolaire ou, parfois vers les unités. Ce n'est pas facile de retrouver les bonnes personnes. Ensuite, troisième étape, évaluer les besoins, donc avoir un portrait scolaire, psychosocial, à la fois une connaissance des forces, des défis, des attentes, des inquiétudes des différents du jeune et de sa famille. Donc, ça peut être fait en collaboration scolaire et santé, services sociaux, pour ensuite, pendant l'hospice, sur la base d'une bonne évaluation des besoins qui a été faite conjointement, offrir le soutien nécessaire pour prioriser les travaux scolaires, puis soutenir le jeune face à ses stresseurs académiques, émotionnels et sociaux. Les 3 premières étapes sont cruciales dans les contextes où on est face à des hospitalisations très brèves. Bien entendu, les 9 étapes de notre structure peuvent être difficiles à actualiser lorsque le jeune est hospitalisé tout juste quelques jours. Mais si minimalement, on a les consentements, on a identifié nos partenaires clés, puis on a pu s'échanger des informations pour bien comprendre le portrait, la situation du jeune, bien après ça, au moins, l'école qui prend le relais, la première ligne qui prend le relais, peut travailler avec ça pour suivre les étapes subséquentes, puis enclencher la réintégration.
Autour du congé, 2 étapes. La première, entrevoir les défis qui s'en viennent, évaluer est-ce que tous se sentent prêts. Julie, ses parents, l'école également, puisqu'on pourra mettre en place des actions pour préparer l'école à la réaccueillir, par exemple. Puis ensuite, l'étape 6, bien cruciale évidemment, élaborer un plan de réintégration scolaire. Si nécessaire, ce plan-là peut être précédé d'une rencontre entre partenaires dans certains contextes dont je vais vous parler. Et ici revient dans les recommandations l'idée d'un plan de sécurité commun. Alors, c'est là que Stacy et moi se rejoignent dans nos présentations. Étape 7, 8, lorsque vraiment la réintégration physique là, est imminente, d'abord s'assurer d'avoir outillé les acteurs scolaires, que ce soit en ayant donné les informations nécessaires, mettre en place les ressources également. Accompagner, accueillir le jeune lors de son retour à l'école. Et enfin, étape 9, assurer le suivi, la continuité du plan et faire un relais vers soit les partenaires actuels ou de nouveaux partenaires dans le dossier. Évidemment, c'est une version très courte et succincte de ce qu'on a développé dans notre guide, mais ça fait quand même le tour des étapes. Si vous voulez en savoir davantage, ça me fera plaisir d'approfondir un peu plus tard. Voici 5 grands messages clés que moi, je tire des comités de travail que j'ai animés à l'automne. Donc, si je vous rappelle un peu ce que j'ai tenté de présenter ce matin, le guide, c'est quelque chose qu'on a produit sur la base des recommandations scientifiques et cliniques. La démarche qui a été menée avec les comités de travail, c'était d'exposer les recommandations qu'il y avait dans le guide pour savoir, est-ce que ça a du sens? Est-ce qu'il y a des adaptations qui sont nécessaires? Est-ce que ce qui est annoncé dans le guide, c'est important dans votre pratique? Voici les 5 constats qui m'ont le plus interpellée. Premier constat, on s'entendait à l'effet que oui, il fallait démarrer tôt la démarche de concertation, puis la démarrer avec les bonnes personnes. Par exemple, dans un comité, les partenaires ont dit, si possible, là, comme partenaire scolaire, on aimerait être avisé dès qu'un jeune est en évaluation, par exemple à l'hôpital de jour, parce que si moi, je savais comme professionnel scolaire que ce jeune-là il est en évaluation, ça veut dire que je peux planifier les démarches que j'ai à faire au sein de mon école pour aller chercher les informations nécessaires, parce que je sais très bien que quand le jeune va être admis, on va me les demander, ces informations-là, et ça prend du temps pour aller les chercher. Donc, si je suis avisée tôt, je peux réagir vite et identifier les bonnes personnes vers qui me tourner. Assigner un rôle pivot en milieu scolaire, c'est un autre constat qui a été établi, de même que centraliser les échanges, notamment autour de l'intervenant de liaison scolaire en milieu hospitalier, orthopédagogue notamment là, du côté de Montérégie-Centre, qui peut recueillir les informations de la part du milieu scolaire et les transmettre à l'équipe médicale. Deuxième constat, deuxième message clé, le réflexe de s'aviser mutuellement. J'ai dit qu'avant la rédaction du plan de réintégration, il peut y avoir une rencontre entre partenaires, donc une rencontre sans les parents, parce que dans certains cas, on a besoin d'échanger certaines informations entre nous et la nécessité d'une rencontre entre partenaires devrait être portée par tout le monde. Donc, c'est autant à l'école qu'à l'équipe médicale d'aviser l'autre le plus rapidement possible lorsque cette rencontre-là entre partenaires est nécessaire, que ce soit parce que le fonctionnement du jeune est affecté au point où une réorientation des services scolaires est à prévoir, la situation familiale ou de placement présente des enjeux complexes ou encore un retour à l'école d'origine pourrait porter préjudice aux jeunes. Troisième message clé, réunir les bonnes personnes. Quand on s'assoit pour faire un plan de réintégration, s'assurer que les personnes qui sont autour de la table soit détiennent un pouvoir décisionnel sur les services et les ressources, disposent d'une expertise en rapport à la problématique de santé mentale du jeune et ou connaissent bien le jeune et sa famille. Quatrième message, impliquer les partenaires de soins, cliniques externes, première ligne, centre jeunesse. Ils sont parfois souvent là avant l'hospitalisation, peuvent être là des fois un peu en parallèle ou minimalement devraient être là à la fin. Alors, les solliciter dès qu'ils ont un lien avec la famille ou que les besoins de celle-ci nécessitent une implication de leur part et ça peut se faire aux différentes étapes de la trajectoire que je vous ai présentée. Et pour terminer, le dernier constat et non le moindre, qui revient sur une idée que j'ai évoquée ce matin,
c'est l'importance d'inclure la famille à chaque étape. Et ça peut se faire avec des gestes, des réflexes qui sont très simples, mais qui peuvent faire la différence, qui peuvent mobiliser le parent, le soutenir dans notamment l'accompagnement de son jeune, puis la responsabilisation aussi de son jeune face à la reprise de l'école. Alors, je vous laisse sur un mot qui a été lancé par un membre de comité de travail, à savoir que les parents, pour les partenaires, sont la pierre angulaire d'un accompagnement réussi au retour à l'école, puis que c'est important de connaître leur point de vue pour améliorer les services. Et c'est dans cet esprit-là qu'on poursuit notre projet de recherche en allant, cette fois-ci, s'intéresser à l'opinion des parents sur les recommandations qui sont présentées dans notre guide de pratique. Alors, je vous remercie. Il y a quelques références qui peuvent être consultées, quelques ressources supplémentaires, balados, articles de vulgarisation, recto verso. Ce sera disponible là, si vous souhaitez y accéder sur le site du GRISE lorsque les diapos seront rendus publics. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, super. Bien, moi, je m'appelle Claudie Buteau, je suis psychoéducatrice. Je travaille avec Laurence en pédopsychiatrie sur une unité d'hospitalisation pour des adolescents de 12 à 17 ans qui vivent avec diverses problématiques de santé mentale. Dans ma tâche, en fait, il y a une portion qui est attribuée à la clinique des troubles alimentaires au CHU-Fleurimont. Donc, c'est de la clinique externe et c'est dans mes fonctions à cette clinique-là que je viens vous parler du groupe de soutien qui est offert aux parents là, quand l'enfant est pris en charge à la clinique des troubles alimentaires. C'était super intéressant parce que dans la vignette... oui, puis juste avant, je voulais vous dire, moi, en fait, je remplace Isabelle Thibault, qui est professeure, qui devait venir vous présenter aujourd'hui, mais qui, malheureusement, ne pouvait pas être là. Et la recherche, les résultats de la recherche dont je viens vous parler a été menée par Isabelle Thibault, Anne-Marie Touga, que vous venez de voir présenter, ainsi que la pédiatre Caroline Pesan. Donc oui, c'est ça. Je reviens à la vignette tout à l'heure. C'était super intéressant parce qu'il y a une seule petite phrase, hein, vous avez vu, sur l'état des parents pour Julie, qui sont, ces parents-là sont dépassés par la situation. C'est vraiment à l'image des prises en charge. On aimerait que ça ne le soit pas, là, mais c'est vraiment à l'image des prises en charge où on a des parents qu'on souhaite avoir comme alliés, comme collaborateurs, mais ce n'est pas toujours simple parce qu'on a un temps qui est limité comme intervenant et on va l'investir majoritairement auprès du jeune. Fait qu'aujourd'hui, on parle de comment on peut soutenir de façon efficace ces parents-là. OK. Donc, le plan de la présentation, vous allez avoir une petite mise en contexte, objectif de la recherche, méthode, résultat, ainsi que la discussion. Donc, pour ce qui est de la mise en contexte, c'est important de comprendre qu'il n'y a pas de programme probant pour le traitement des adolescents qui ont un trouble des conduites alimentaires. Par contre, il y a des meilleures pratiques. Donc, on va parler, entre autres, de l'approche modulée ou bien du Family-Based Treatment. Dans une approche FBT, on voit vraiment les parents comme des alliés, des co-thérapeutes à la prise en charge des jeunes, et non pas, comme dans le temps, comme étant des facteurs qui contribuent au développement de la problématique. Donc, c'est vraiment le principe de base à retenir. Donc, ces parents-là, on va les impliquer dans toutes les phases de la prise en charge. Un super exemple, c'est dans la première phase de la prise en charge, qui est la réalimentation en troubles des conduites alimentaires. Donc, on peut imaginer là, un jeune qui vit avec une anorexie, va nous arriver généralement en sous-poids, dû à diverses attitudes ou à divers comportements de restriction. On va redonner dès le départ le contrôle de l'alimentation à nos parents. Donc, les parents sont responsables de faire l'épicerie, les parents sont responsables de faire les portions, de faire la cuisine, etc. Et ces parents-là, même si c'est une période qui est excessivement difficile, vont souvent être un peu dans l'ombre au moment de la prise en charge, vont laisser toute la place, autant avec les médecins qu'avec leurs intervenants, aux jeunes. Donc, ils peuvent vivre une grande détresse eux-mêmes, pas nécessairement savoir trop quoi faire, on leur en demande beaucoup, mais recevoir, malheureusement, moins de soutien que ce qu'ils auraient besoin. À la clinique des troubles alimentaires, ici à Sherbrooke, on a un programme de type FBT. Donc, on a une prise en charge qui est vraiment de type FBT. Malheureusement, là, je ne peux pas m'étendre sur ce que c'est. Et le groupe parent vient vraiment répondre aux besoins que les parents nous verbalisaient d'avoir plus d'accompagnement.
Ce groupe parents-là, c'est 10 rencontres de 2 heures qu'on donne une fois par année. Il est co-animé. Donc, c'est moi qui l'anime avec Isabelle Thibault. Puis, ces parents-là viennent, on reçoit des ex-parents qui sont passés par le processus de la clinique, on reçoit des ex-jeunes qui sont passés par le processus de la clinique, on reçoit des pédiatres. Donc, quand on parle d'efficacité, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant en termes de contenu. Si jamais vous voulez plus d'informations sur ce groupe-là, ça va me faire plaisir de vous en donner là, à la fin complètement des présentations. Donc, l'idée, c'était de voir, bon, on a parti ce groupe-là parce que les parents nous parlaient de leurs besoins, mais en même temps, on voulait appuyer ça sur des bases solides. Donc, Isabelle ainsi que ses co-chercheurs ont déterminé des objectifs de recherche. Ils souhaitaient décrire les défis personnels, familiaux et relatifs aux pratiques parentales des parents dont l'enfant présente un trouble des conduites alimentaires et, dans un deuxième temps, comprendre les besoins auxquels les parents font face lorsque leur jeune est pris en charge. Pour ce qui est de la méthode, on avait un devis de type qui était descriptif, interprétatif. Il y a des entrevues qui ont été faites avant et après le groupe. Lors des entrevues avant le groupe, on avait 6 mamans. Et ces entrevues-là étaient vraiment axées vers décrire quels étaient les défis exprimés par les parents. Et on avait des entrevues après le groupe. À ce moment-là, les entrevues étaient vraiment axées vers le fait de décrire est-ce que le groupe a répondu à quel besoin. Donc, pour ce qui est des résultats, d'abord, pour les défis exprimés par les parents, 3 grandes classes sont ressorties, donc des défis personnels au niveau de la vie familiale et au niveau du rôle parental. Au niveau des défis personnels, vous voyez qu'on a tout ce qui est bouleversement émotif, acceptation du diagnostic, composé avec la détresse de leurs enfants. Ici, c'est vraiment de comprendre qu'il y a toute une partie où les parents doivent accepter que leur enfant a un diagnostic de santé mentale et qu'il ne va pas bien, qu'il est en détresse. Donc, c'est un grand défi pour ces parents-là qui eux-mêmes le sont. C'est ce qu'on voit quand on a... Oh! Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je ne sais pas trop quoi faire. Oui, c'est ça. Ça, c'est comme la bonne, mais là, quand j'essaie de la charger, ça marche comme pas, en tout cas. Bon. Je vais faire de mon mieux avec tout ça. Fait que, oui, puis c'est ça, c'est qu'en fait, on a des parents qui doivent vraiment accepter la souffrance de leur enfant, composer avec ça, mais en même temps avec leur propre souffrance à eux. Fait qu'on a des parents quand même qui vont nommer des craintes par rapport aux rechutes éventuelles, parce que même si on est au début de la prise en charge, les parents nous demandent déjà c'est quoi les pourcentages, combien vont s'en sortir, qui doivent composer même avec leur propre culpabilité. On a beaucoup socialement cette idée-là que les parents sont responsables, hein, puis souvent même la mère est responsable du développement du trouble alimentaire. Et tous les tabous auxquels aussi on est confronté quand on est le parent d'un enfant qui a un problème de santé mentale. Donc, ce défi-là est vraiment un des défis majeurs auxquels les parents doivent faire face. Puis pour vous donner une idée, là, comme parent, il y a plusieurs parents qui vont nous nommer avoir un enfant qui est pris en charge à la clinique des troubles alimentaires. C'est comme retrouver un nouveau-né. Tout à l'heure, Stécie vous demandait, là, y a-t-il des parents là, dans la salle? Bien, c'est l'équivalent parce qu'on leur demande soudainement de passer d'un enfant de 14, 15, 16 ans qui gagne en autonomie, hein, c'est supposé ça, et revenir à un enfant où, là, on va superviser déjeuner, dîner, souper, 3 collations par jour. Avant, parce que là, les jeunes se sentent moins bien. Après, parce qu'ils se sentent coupables d'avoir mangé. Fait que le temps d'investissement pour un parent est gigantesque. On a beaucoup de parents qui vont même prendre des arrêts maladie lors des prises en charge. Comme autre défi, il y avait toute l'organisation au niveau familial. C'est vraiment désagréable. Hein? Donc, autant la réorganisation de la vie quotidienne, on parle de centralisation de l'attention sur le TCA, ou bien l'autre, c'est toutes les inquiétudes par rapport à la fratrie. Donc ici, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'on a des jeunes, le trouble alimentaire a un impact systémique sur la famille. Donc, c'est vraiment important de comprendre que si vous traitez un jeune avec un trouble des conduites alimentaires, il faut aller voir autant l'impact sur la famille, les parents, les grands-parents s'ils sont très près, et les frères et sœurs. Parce que, comme je vous disais, 3 repas, 3 collations, ça revient souvent. La détresse, elle est fréquente et elle est gigantesque.
Nos jeunes sont terrorisés à l'idée de manger. Donc, même si ce n'est pas ce qu'on souhaite, il y a quand même une centration importante de l'attention sur l'alimentation. Et bon, ça a aussi comme défi pour les parents qui étaient relevés de vivre des difficultés conjugales ou bien ce qui est écrit, c'est avoir besoin de soutien. On ne peut pas régler ça, hein? Je ne sais pas. Je suis vraiment désolée. Oui. Fait que ça, on a beaucoup de parents quand même, il va falloir adresser dans les prises en charge comment eux se sentent, comment eux vont dans le couple. C'est d'ailleurs, là, quand on regarde le programme à la clinique des troubles alimentaires, une des étapes importantes où on va demander aux parents qui ont généralement surinvesti l'enfant, parce que n'importe quel parent qui a un enfant qui arrête de manger, qui le voit dépérir, va surinvestir son enfant. On ne parle pas de mauvaise pratique parentale, on parle d'inquiétude, puis ça, c'est tout à fait normal. Mais c'est sûr que quand on fait ça, bien, on n'a pas le temps ou l'énergie pour faire autre chose. Puis comme parents, c'est super important de préserver cette équipe-là, donc on va les encourager éventuellement à retravailler au niveau plutôt conjugal. Puis bien, parfois, ça va se replacer, puis il y a d'autres fois où malheureusement, ça va aller vers des séparations. Fait que ça, c'est un autre des défis quand même qui nous était nommé. On a ensuite des défis au niveau du rôle parental, donc des conflits avec l'enfant, toute l'implication dans le traitement que ça nécessite, tout ce qui est la gestion des repas, la réorganisation. Fait que je pense que vous pouvez bien comprendre quand même qu'on passe d'un parent qui a un rôle de faire évoluer son jeune vers l'âge adulte à un parent qui, soudainement, est tout aussi stagné et même régresse à tout ce qui est l'alimentation, plutôt que de l'amener vers la préparation à l'âge adulte. Ce qui m'amène à vous parler, donc ça, c'était tout ce qui est ressorti des entrevues pré, et maintenant les entrevues post. Donc, besoins répondus par le groupe parent. Il y en avait 3 principaux. D'abord, réduire l'isolement. C'était vraiment comique. Là, on avait une maman qui, spontanément, dans le groupe cette année, nous dit « Moi, je suis assez contente de venir ici. Là, c'est comme une pause. Je m'en viens au club des parents des enfants qui ne mangent pas. » Puis tout ça, ça montre la belle transparence que les parents ont avec nous, mais aussi à quel point ce groupe-là et ce moment-là, pour les parents, devient un espace où se rassembler. Enfin, il y a des gens qui décrivent au quotidien les mêmes choses qui se passent dans ma vie. Et ça leur fait le plus grand bien de briser cet isolement-là. Ensuite de ça, bon, soutien personnel, bien, plus au niveau du soutien spécifique, du cheminement personnel, c'est sûr que les parents ont une occasion de se soutenir entre eux. C'est un groupe qui est autant un groupe d'échange qu'un groupe de transfert de connaissances. Il y a une grande place qui est accordée à toute la collaboration que les parents peuvent s'offrir. Donc, qu'est-ce que vous faites à la maison? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui a moins bien marché? Puis, on a des parents à différents stades de la prise en charge. Donc, ça permet d'avoir vraiment là, une super belle réflexion, parfois des parents entre eux, parce que, bon, on peut quand même être porteur d'espoir quand, moi, ça fait un petit peu plus longtemps, ça, je suis passée par là, mais ça va, à un moment donné, ça se place. Puis, évidemment, bien, comme intervenante, c'est sûr que nous aussi, on favorise ce soutien-là. Et finalement, bon, bien, au terme du groupe, les parents étaient capables aussi de nous dire que ça répondait à un certain besoin de compétences parentales, que ce soit par des trucs et conseils, du réconfort qu'on pouvait offrir ou bien de l'espoir. Entre autres, dans nos rencontres avec les témoignages, où là, bon, les gens peuvent voir des beaux exemples de jeunes qui s'en sont sortis, qui maintenant vont bien, qui font des études, qui ont un travail, qui ont des familles. De normaliser le vécu, puis aussi une certaine guidance au niveau de la posture parentale à adopter pour éviter de devenir certains facteurs de maintien ou autres. On parle aussi d'indulgence personnelle puis de cohérence parentale, donc voilà. Peut-être juste pour la petite discussion, là, en gros, ce qui est à retenir, c'est qu'on a, dans le cadre du groupe, vraiment été capable de mettre en évidence que les parents sont très affectés par la prise en charge de leurs jeunes. Dans ce cas-ci, c'est lorsqu'ils vivent avec un trouble des conduites alimentaires. Je pense qu'on peut facilement généraliser ça à n'importe quelle autre problématique de santé mentale. Le fait d'intervenir auprès de ces parents-là dans le cadre d'un groupe, bien, c'est une intervention qui est très efficace et qui est surtout très rentable. On parle de 2 psychoéducatrices qui travaillent avec 10 parents, des rencontres de 2 heures.
On reçoit une pédiatre. Cette pédiatre-là, probablement, ne pourrait pas offrir ce même temps-là à chacun de ces parents-là, faute de temps, malheureusement. Et on crée, grâce au groupe, un contexte aussi où le stress est nettement moindre. On sort des enjeux de performance, on sort aussi du masque que les parents quand même portent en rencontre face à leur enfant. Hein. Qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je dis pas? Les intervenants me demandent d'être solide, de montrer que je sais quoi faire. Bien, c'est sûr que, comme parent, je ne vais pas nécessairement aller poser mille et une questions. Là. Ils ne sont pas fous, nos parents. Fait que dans cet espace-là, ils peuvent enfin les poser toutes leurs questions, peuvent risquer de peut-être pas avoir fait la bonne intervention. C'est pas grave parce qu'on crée une ambiance où bien, tout est accepté, on a fait du mieux qu'on a pu, puis comment on peut récupérer maintenant pour la suite. Et ce qu'on observe vraiment, c'est que les parents retiennent beaucoup plus l'information qui est véhiculée dans le groupe que celle qu'ils peuvent recevoir aussi en rencontre individuelle. Puis ce qui nous explique, c'est que c'est vraiment beaucoup moins stressant. Donc, ça faisait pas mal le tour. Ah, puis peut-être un autre petit élément aussi, mais quand même un des grands points importants qu'on trouvait, c'était aussi toute la concertation qu'il y a entre l'équipe traitante régulière pour chacune de ces familles-là et les intervenantes du groupe. C'est sûr que si on n'était que le groupe, veut pas, les informations qu'on pourrait transmettre seraient beaucoup plus en surface. C'est inévitable. Mais comme on peut se joindre avec l'équipe traitante, bien, on a accès à des informations privilégiées. On peut réinvestir certains concepts dans le groupe parce que les intervenantes nous ont parlé cette semaine-là que ça, c'est un petit peu moins évident. On pense que par le groupe, ça passerait mieux. Et inversement, des choses qui seraient plus spécifiques, qui seraient moins, qu'on pourrait moins aborder dans le cadre d'un groupe, bien, on peut les rendre à l'équipe traitante puis faire en sorte que ça se soit pris en compte dans la semaine qui suit. Fait que ça aussi, c'est quand même un des ingrédients clés là, pour la mise en place. C'est tout.